Donc vous me connaissez sous la casquette EBDS, d'accord? Et donc là, je vais changer de casquette, parce qu'en fait, j'ai deux casquettes. Oui, il y en a deux d'ailleurs, c'est assez simple. Et c'est ma casquette Racom. Voilà. Donc maintenant, je suis Racom, et effectivement, alors, je vais avancer un petit peu, et voilà. Effectivement, et à la fois je travaille, enfin à la fois je m'occupe de BDS, et puis à la fois je travaille depuis maintenant 10 ans pour une société qui s'appelle Racom. Donc je ne vais pas présenter la société, enfin si, je vais la présenter, mais en 2 slides, ça va aller assez vite. Donc c'est une entreprise tchèque, Racom, donc c'est une entreprise européenne, et qui a été créée. Alors la photo qui est en haut, là, en noir et blanc, c'est un vrai. En fait, c'est des gens qui faisaient du radio amateur sous le manteau avant la chute du mur, avant 89. Puis en septembre 89, le mur tombe, et puis ils ont le droit de faire des choses, ils ont le droit de monter une entreprise. Donc ils montent une entreprise, ils ont créé une entreprise, ça s'appelle Racom, et ils ont commencé à dire on va faire du matériel pour radio amateur. Et là, ils se sont aperçus que ça n'allait pas les mener super loin, donc ils ont dit on va faire un modem radio. Et puis là, plutôt, ça a pas mal marché. Et puis, bah, ils ont continué à construire des modems radio et à se développer. Donc aujourd'hui, l'entreprise Racom, c'est 170 personnes, donc c'est sérieux. Ils sont ISO 9001. Et s'il y a un petit peu une ADN caractéristique de Racom, c'est que tout est fabriqué en interne. C'est-à-dire qu'ils ont une machine, ils ont la partie électronique est faite chez eux. Donc ils ont tout le matériel, ils ont les machines de pose de composants CMS, etc. La partie mécanique, pareil. Donc ils usinent tout, les boîtiers, tout est usiné chez eux, et tout est testé chez eux. Voilà. Donc ça, c'est assez rare, puisque la plupart des fabricants aujourd'hui, ils font bosser leur R&D, et après ils vont avec les Gerbert et puis la BOM voir un sous-traitant, et ils font faire le produit chez le sous-traitant. Voilà. Donc c'est pas le cas de Racom qui fait tout en interne. Voilà. Et les produits qui sont faits par Racom, en quelques mots, voilà, il y a 3 produits. Il y a les modems radio, il y a des routeurs 4G qui sont en fait ni plus ni moins qu'une extension des modems radio, et puis des liens flash. Alors, je ne vais pas parler trop de ces technos-là, et en fait, c'est surtout comment ces technos-là s'intègrent, tout est parti d'un cas client, s'intègrent dans des architectures LoRa. Alors, ça paraît un peu bizarre, parce que c'est quand même pas du tout la même chose, mais effectivement, c'est parti d'un constat. Tout à l'heure, ce matin, Sylvain a parlé de sécurité, etc. Et effectivement, c'était même pas, il y a même pas un mois, j'étais à une soirée comme ça d'échange, et il y avait le DSI d'une grande boîte médicale de Grenoble, voilà, comme ça dit pas le nom. Et je lui dis, mais c'est quoi les défis d'un DSI aujourd'hui? Il dit, ben, en fait, il y a 3 défis. Premièrement, la sécurité. Deuxièmement, la sécurité. Troisièmement, la sécurité. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui son travail, et son angoisse, c'est la sécurité informatique. C'est vraiment ça. C'est plus j'ai une appli qui ne tourne pas, j'ai un truc qui tombe en panne. Ça aujourd'hui, ils savent redonder, ils savent remplacer, ils savent mettre d'autres réseaux, d'autres systèmes, etc. Tout ça, c'est bon. Par contre, la sécurité, c'est ça aujourd'hui son plus grand enjeu. Donc c'est assez intéressant. C'est dans l'autre sens. Voilà. Et parmi les différentes fonctions de la sécurité, il y a effectivement protéger l'accès aux données accessibles de l'extérieur. Et Sylvain en parlait aussi ce matin. Et puis la visibilité et le contrôle des équipements. Et avec l'IoT et la multiplication des équipements, eh ben, il y a effectivement de plus en plus d'équipements à contrôler. Alors oui, là j'ai fait une petite, comme ça je parle moins, voilà, donc c'est un DSI qui dit, voilà, j'ai réussi à ce que tous mes capteurs soient 100% sécurisés. Donc on lui demande comment vous avez fait, je les ai éteints, voilà, voilà. Donc il y a des solutions un peu moins radicales pour que effectivement les équipements soient sécurisés. C'était juste pour faire un petit aparté sur le Zero Trust, donc je pense que c'est une terminologie que vous avez peut-être entendu parler, donc on trouve maintenant de plus en plus répandu, qui est assez bien expliqué sur Internet qu'est-ce que c'est le Zero Trust, mais l'idée c'est qu'effectivement, en informatique aujourd'hui, on ne fait plus confiance à personne, on ne fait plus confiance à rien, et donc en fait on doit toujours tout authentifier, on doit toujours tout contrôler, tout recontrôler derrière, vérifier le droit d'accès de chacun, etc., et puis maîtriser tous ces équipements. Maîtriser tous ces équipements, donc c'est toujours les 3 volets qu'on va trouver, alors je l'ai trouvé... C'est les 3 volets du Zero Trust, hein, les 3 piliers du Zero Trust. On va les trouver sur Internet un peu partout, exprimé de différentes façons, mais c'est toujours les 3 parties. Il faut vérifier l'utilisateur, il faut être sûr qui est-ce qui est en train de manipuler. Il faut connaître ses équipements et valider ses équipements, que c'est bien ses équipements. Et puis toujours contrôler les accès et les droits de chacun, quoi. Voilà.
Donc ça, si vous tapez Zero Trust sur Internet, vous allez voir ces trois piliers représentés sous plusieurs façons, mais c'est toujours ça. Voilà. Donc alors, on ne va pas parler vraiment de Zero Trust sur du réseau LoRaWAN, c'est juste un petit peu pour poser le décor. Mais en fait, c'est une contrainte auquel on a été confronté, c'était pas en France, hein, mais voilà, sur faire un réseau LoRaWAN qui soit vraiment 100% privé. Alors encore une fois, ce matin, on a eu des vues intéressantes, mais l'idée, c'est de dire, voilà, ça c'est mon schéma LoRaWAN classique, hein, j'ai mes devices, mes gateways, et puis j'ai la partie plus informatique, network server, j'aurais dû mettre un joint server, désolé, j'ai oublié. Mais ça n'a pas fonctionné là en fait. Voilà, le truc classique. Et effectivement, les sources un peu de faiblesse, comment faire que son réseau soit sûr, ben, on peut attaquer le matériel, donc il en a parlé avec les différents parties. On peut attaquer comment les données circulent elles-mêmes, d'accord, donc quelque part, par où est-ce que ça circule, et puis on peut attaquer aussi la partie applicative. Alors, si je veux une partie applicative qui soit quelque part 100% sûre et qui ne soit pas atteignable, eh bien, ça veut dire que je m'interdis le cloud. Donc ça veut dire en fait, je fais du on-prem. Voilà. Donc ça veut dire, je décide que j'installe tout localement chez moi. Et je dis ça que c'était la contrainte du client. Donc en fait, il veut que tout soit installé dans ses bureaux. Il ne veut rien sur le cloud. Il ne veut rien qui soit opéré. Donc il dit, moi je ne veux pas passer par un opérateur, puisque les données passent à l'extérieur. Je ne veux pas passer par un opérateur. Et je ne veux pas de choses hébergées chez un tiers. Donc pour construire un réseau LoRa comme ça, ben, et d'avoir un peu tous ces morceaux, alors il y a pas mal de solutions qui existent. En l'occurrence, celui-là on a choisi là-dessus. Il y a les network servers. Donc on peut prendre network server externe. Enfin, l'Oriot, on peut se le faire, on peut l'avoir en perm, mais ça coûte un certain prix quand même. C'est pas donné. Chirpstack, c'est quand même difficile à prononcer, je suis désolé, Chirpstack. Chirpstack, c'est quand même un des network servers qui est utilisé beaucoup, qui est utilisé, il est même embarqué dans pas mal de gateways qui existent, etc. Mais ce n'est pas les seuls. Mais bon, et donc on peut effectivement aller récupérer, je dirais, le network server façon logiciel pour le mettre on-prem. Même chose sur la partie application, hein, donc il y a déjà tout le stockage des données, donc ça c'est des outils aussi que j'ai vus, j'ai des clients qu'on connaît, ils utilisent un FluDB, qui est une base de données qui est extrêmement calée au niveau temporel, donc en fait on est sur de la milliseconde ou de la microseconde, je ne sais plus, sur de l'événementiel, etc. Et donc ça c'est des outils aussi qu'on peut trouver et qu'on peut avoir également on-perm. Et puis autre exemple d'outils sur la partie présentation des données, là il y en a plein encore, ceux qui sont fans d'autres outils me pardonneront de ne pas les avoir cités, mais c'est des outils qu'on va trouver un peu partout, comme Telegraph ou Grafana. Grafana, ouais, c'était ce qu'utilisait mon client. Telegraph, c'est le même éditeur qu'un FluDB. Il y a des produits qui sont chers, il y a des produits qui ne sont pas chers. Il y a des produits qui sont quasiment gratuits, mais avec des usages qui peuvent être plus ou moins restreints. Mais tout ça, c'est possible. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé que je prenais mon network server, et puis toute la partie jusqu'à l'application, je peux tout mettre sur un serveur chez moi. Voilà. Donc des solutions existent, je ne suis pas plus fan d'une que de l'autre, ce n'est pas la question, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez tout avoir sur un seul site et que ça ne sorte pas de chez vous, toute la partie déjà informatique du réseau LoRa, vous pouvez la garder en interne sans avoir à faire appel à l'extérieur. Voilà. Et donc après, quand on a un petit réseau, c'est assez facile. Donc là, on va trouver un petit réseau LoRaWAN, tout simple, hein, avec une gateway, je crois que c'est une gateway de Tectelix, c'est l'Enterprise, des capteurs Tectelix, ATIM, etc. Donc j'ai mon réseau LoRaWAN, et puis je vais récupérer mes données, je vais aller connecter au réseau Ethernet de l'entreprise. Et là, pour le coup, je fais bien, quoi. Je veux dire, mes devices sont chez moi, ma gateway est chez moi, mais toute la partie informatique est chez moi, et là, le problème est résolu. On peut même faire un petit peu plus compliqué. J'ai plusieurs gateways, mais elles sont accessibles via mon réseau IP. Donc c'est assez simple. Je peux mettre comme ça 2-3 gateways. J'ai mon réseau Ethernet quand j'ai un campus, par exemple, ou que j'ai un site un peu plus industriel, mais que c'est connecté en IP partout. Là, je peux le faire. Après, dans le cas, on a eu le cas d'une demande pour des villes. Il y a des villes qui possèdent leur propre fibre. Donc c'est la même chose. On va pouvoir déporter ces gateways. Donc là, c'est assez facile toujours.
Parce que ma gateway va être connectée via un convertisseur sur de la fibre, et pareil sur ma gateway locale. Et là, toutes mes données, j'ai toujours rien qui sort. Et là où ça va devenir un tout petit peu plus compliqué, c'est quand j'ai un réseau et mes équipements, ils sont loin, quoi. Et mes gateways, elles commencent à être déportées un peu trop loin. Donc là, mon réseau local, même en fibre, il ne va pas jusque là-bas. Donc la solution, je dirais, la plus classique qu'on voit, et il y a beaucoup de gateways qui ont de la 4G intégrée, c'est de mettre de la 4G. Donc à ce moment-là, si je mets de la 4G, c'est simple, je vais récupérer mes données via l'opérateur et tout va bien. Mais en fait, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien parce que je suis contraire à mon principe de base qui est que tout doit rester chez moi. Donc, à partir du moment où j'ai utilisé le réseau d'un tiers, l'opérateur il peut se faire hacker, donc mes données elles peuvent partir. Ok, on peut penser que les opérateurs sont sécurisés, et ils sont sécurisés, excuse-moi Thierry. Mais à partir du moment où le FBI et la CIA peuvent se faire hacker, si quelqu'un y met vraiment les moyens, personne ne peut dire que c'est impossible en tout cas. Voilà. Mais ce n'est pas le plus gros risque. C'est pas le plus gros risque. Il y a un autre risque qui peut être aussi légal, c'est-à-dire j'utilise des cartes SIM X ou Y et il faut que je sache que mon fournisseur de cartes SIM me dise mais mes données, elles sont où? Elles sont bien en France, en Europe au minimum, mais en France c'est encore mieux. Si je suis une entreprise d'État ou une entreprise qui est considérée comme critique, c'est quand même bien d'avoir les données en France. Donc là aussi, il faut savoir ce qu'on fait. Et donc ça, c'est le deuxième point, la deuxième faiblesse. Et la troisième faiblesse, qui est à mon avis la plus courante, c'est la disponibilité du réseau. Et on a eu le cas, c'est la vallée de l'Arve, ça s'appelle, où il y a eu ces fameuses coulées de pierre et de boue qui ont tout ravagé, et le réseau cellulaire, il a été off pendant 3 semaines. Donc là, tous mes automates, tous mes systèmes de captage de données qui fonctionnent sur le réseau cellulaire, c'est mort. Et aujourd'hui, s'il y a un problème météo significatif, mais on en a quand même soi-disant de plus en plus, j'en sais rien, je ne suis pas expert, mais on en a quand même de façon régulière, des phénomènes météo qui sont assez violents, et à ce moment-là, on peut se retrouver avec le réseau de l'opérateur qui est off pour quelque temps. Et là, mes données, je ne les ai plus. Et là, je dépends en fait de la disponibilité d'un tiers. Et donc les solutions pour contourner ça, il y en a plusieurs, et c'est ce que je vais présenter, ça va être assez rapide du coup ma partie. Déjà, on peut utiliser des systèmes de transmission de données point à point ou multipoint, d'accord? Donc ça, l'intérêt, c'est que c'est des solutions qui sont haut débit. C'est des solutions qui font de la distance assez grande, donc 20 km, donc on peut facilement mettre des gamelles les unes face aux autres, et puis derrière, je vais faire 20 km. Donc ma gateway qui est à 20 bornes de là, je peux rapatrier les données chez moi, et ce sont des équipements qui sont sécurisés. J'ai dit MAC, par exemple, c'est une des techniques, c'est qu'en fait, c'est lié sur la MAC adresse ou des choses comme ça, plus le fait que les données soient cryptées en AES ou des choses comme ça. Par contre, ça nécessite d'être à vue directe. Ces équipements-là ne sont pas faits pour contourner les obstacles, ça ne marche pas. Donc il faut qu'on soit en point à point. Donc typiquement, voilà, ça c'est des exemples de produits qui existent. Soit on peut faire par exemple de licence libre à 5 GHz, donc ça c'est une des solutions. Il y en a plein sur le marché, des solutions à 5 GHz. L'intérêt c'est que c'est en licence libre, donc je ne paye pas de licence. Le défaut c'est que je ne paye pas de licence, donc il peut y avoir d'autres personnes sur la même bande. Bon, ça on sait qu'à ce moment-là, s'il n'y a pas de licence, on partage avec les autres. Mais ça marche très très bien. Et puis il y a d'autres solutions, ça c'est justement celle de Racom, c'était là que c'était venu. C'est exactement le même principe. La portée c'est 10 km, enfin ça peut être un peu plus, mais on va rester raisonnable, 10 km. Et puis là, comme ça, je peux rapatrier mes gateways. Et puis il y a un cas qui peut être un petit peu plus compliqué, c'est quand j'ai des obstacles, si je ne suis pas vu. Parce que c'est bien ces systèmes de transmission, honnêtement c'est quand même des systèmes qui sont fiables, qui existent depuis longtemps, qui offrent du haut débit, mais par contre, je ne suis pas forcément à vue, quoi. Donc, on peut mettre des relais. Donc là, ça m'oblige à mettre plusieurs systèmes, d'accord? Donc voilà, j'utilise un qui sert juste de relais, mais je n'ai pas toujours la possibilité de mettre des relais, parce que d'abord, ce n'est pas forcément à moi, soit c'est en ville, soit c'est à la campagne. À la campagne, je n'ai pas forcément d'énergie, ou en ville, je n'ai pas forcément le droit de mettre mes antennes où je veux.
Donc on ne peut pas toujours faire ça. Et donc, la solution, c'est l'arme ultime, c'est le modem radio. Alors, rassurez-vous, ça c'était vieux modem radio, c'était le premier modem radio de Racom. Les modems radio aujourd'hui modernes, c'est des produits qui sont vraiment très très performants. Donc il reste aujourd'hui dans le monde 4 fabricants de modems radio en fait, qui font suffisamment de volume pour pouvoir continuer à les faire évoluer et à investir dessus. D'accord. Le modem radio aujourd'hui, il est vu de plus en plus comme tout simplement une des composantes télécom. Comme on a de la fibre, comme on a, je dirais, du cellulaire, comme on a d'autres choses, on peut avoir du modem radio parce qu'en fait, ils ont toutes les fonctions. Alors, je ne sais plus si j'ai mis les fonctions. Et voilà, des ports gigabits, il y a toute la sécurité du VPN, de l'IPsec. Enfin, là, on est vraiment sur du produit informatique comme les autres, avec une technologie qui pourtant date il y a maintenant 30 ans, qui est un modem radio. Alors, bien sûr, les perfs sont quand même bien supérieurs, mais ça fait ça. En termes de bande de fréquence, ah oui, non, un des points importants quand même, c'est le débit. On parle de kilobits ici. Le modem radio, il peut fonctionner, il peut contourner les obstacles. Bon, pas l'Himalaya, mais il peut contourner les obstacles. Par contre, on est sur un débit maximum de 120 kilobits par seconde. Donc on fait du kilobit. Voilà, donc il faut faire attention. L'autre chose, c'est que si je veux être en licence libre, ben on peut, hein, on se met à 169 mégas, on se met à 868, mais ma puissance d'émission, elle est limitée, 1,5 watt. Et aussi, je dois respecter le duty cycle, ça veut dire que je dois me taire, rien émettre, à 169 MHz, 99% du temps. Donc si j'ai une gateway, j'ai un modem et je rapatrie les données, il faut que j'arrive à faire ça dans 1% du temps, si je suis en licence libre à 169. Après, on peut utiliser les bandes sous licence, donc soit en VHF, soit en UHF, et là, par contre, on peut émettre à 10 watts, et là, par contre, on n'a pas de limite de temps sur l'émission, on peut émettre 100% du temps si on a envie, et puis on a des portées qui vont jusqu'à 50 km à peu près. Voilà. Donc typiquement, l'architecture, ça donnerait ça. Ça veut dire que derrière, on va avoir mon réseau de l'entreprise, et puis derrière, je vais avoir mes sites distants, et puis les modems, en fait, vont communiquer entre eux. Alors, ils vont utiliser plusieurs types de topologies possibles, parce que sur quelle décision ils vont commencer de communiquer. Donc, on a une topologie qui est en étoile. Donc, en fait, le principe, c'est que j'ai un maître qui, lui, va aller pouler tous les esclaves et récupérer les données des gateways qui sont autour. On peut faire le système en étoile avec un répéteur. Donc on peut mettre un niveau de répéteur et on peut aller rechercher les données quand on est vraiment trop loin. Ou on peut être sur un réseau maillé, c'est-à-dire que les modems radio aujourd'hui de ces générations-là, ils ont du routage IP dynamique, donc ça veut dire qu'ils connaissent leurs voisins, ils savent où ils sont, ils vont construire eux-mêmes le réseau maillé et ils vont utiliser le chemin le plus rapide pour transporter les données, quoi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous présenter. Oula, la conclusion est allée vite. Donc l'idée, c'est ça, sur le réseau, en fait, sur cette problématique client, c'était, je veux un réseau LoRaWAN, mais que je veux rien de sorte, quoi. Et donc on a été confronté à plusieurs types de problèmes, hein, et dont le problème des gateways déportés. Le problème informatique, ça se résout quelque part relativement facilement, mais comment on déporte les données, voilà. Donc un réseau comme ça, il est effectivement sécurisé puisque rien ne sort. Alors, et bien sûr, il y a tous les mécanismes en interne d'authentification et puis d'encryption. Et puis surtout, on a la résilience. C'est-à-dire, c'est mon réseau, tous les éléments m'appartiennent, et c'est que moi qui le maîtrise, et personne d'autre. La défaillance d'un tiers ne doit pas influer sur le fonctionnement de mon réseau. Ouais, pas mal, j'ai tenu. Voilà, ça s'arrête là, merci.